la fracture grandissante entre les pays d'Europe de l'Est et ceux de l'Europe de l'Ouest pèse sur l'unité de cette institution. Mais la volonté demeure, et elle est soutenue par celui qui devrait être le garant de l'unité nationale et de son identité. L'unité, la volonté demeure de démanteler, comme vous l'écrivez, M. Saint-Preux, l'État-nation et les valeurs qu'il exprime pour imposer l'Europe fédérale des régions. Comment a-t-on pu en arriver là? Comment a-t-on pu en arriver là, M. Saint-Preux? Comment le président de la République, le discours présidentiel d'aujourd'hui, qui aurait été considéré jadis comme une forfaiture, s'est imposé dans l'esprit de ceux qui nous dirigent comme une vérité révélée qui ne souffre ni contestation ni discussion. Monsieur Saint-Preux, nous vous écoutons. Tout d'abord, je remercie le Club de l'Horloge ou le Cercle de l'Horloge de m'avoir invité à cette soirée. Dans cette conférence, je vais vous proposer quelques éléments de réflexion autour de mon livre « L'État-nation face à l'Europe des tribus » qui est paru récemment aux éditions du Cerf. Mais avant de commencer, vous avez parlé du groupe de Visegrad. J'étais à Bruxelles hier, où l'on jugeait, si j'ose dire, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, et où il y avait une réunion du Parti populaire européen qui devait statuer pour savoir si ils allaient exclure le Fidesz du PPE en lui posant des conditions extraordinaires, comme d'arrêter de dire ce qu'il pense à propos de Soros ou de choses comme ça. Et il y a eu une sorte de... Juncker, l'alcoolique qui est président de la Commission européenne, voulait exclure le Fidesz avec la gauche du PPE, si j'ose dire, c'est-à-dire la plupart des partis scandinaves. Les partis plus à droite ont été d'un courage qui ne dément pas, qui ne se dément jamais, c'est-à-dire Courage Fillon. Et donc ils ont abouti à une sorte de compromis où le Fidesz sera suspendu. Il ne sera pas exclu, donc il sera suspendu en attendant qu'une commission de 3 membres statue, on ne sait pas sur quoi d'ailleurs. Tout ça est une pitrerie, mais c'est un exemple de l'état de déliquescence dans lequel nous sommes, puisque le PPE est censé rassembler les partis de droite de l'Union européenne, et on s'aperçoit que le Fidesz, qui est visiblement un parti de cette droite, qui n'a pas failli, qui défend les intérêts de son pays, ce qui est tout à fait normal, se trouve en état d'accusation par on ne sait quel phénomène, par une idéologie qui, en fin de compte, est celle de la pensée unique. Et donc, je pense que c'est une bonne illustration de cette machine qui est machine infernale, comme vous le dites, qui est l'Union européenne contre les nations et contre les peuples. Alors, comme l'a dit, j'étais tout à l'heure, puisqu'on a quand même pu obtenir que Laurent Wauquiez et que Christian Jacob, le président du groupe républicain à l'Assemblée nationale, reçoivent Kathleen Novák, qui est la vice-présidente du Fidesz, et qu'ils aient une prise de position un peu ferme sur la question. J'étais tout à l'heure avec elle, et je suis vraiment consterné par cette attaque contre le Fidesz, qui, je ne suis pas un agent du Fidesz, bien entendu, mais je pense que si on attaque ce parti, qui est un parti qui défend la famille, qui défend la patrie, qui défend les traditions, qui défend une certaine vision chrétienne de l'Europe, et qu'on l'attaque au sein même de ce qui devrait constituer sa famille, c'est-à-dire au sein de la droite, enfin de ce qu'on appelle la droite européenne, c'est tout à fait inquiétant sur l'avenir
de cette malheureuse droite européenne qui va de renoncement en renoncement. Alors maintenant, je vais en venir à l'objet de ma conférence. Bon, l'avenir des nations, je pense que c'est la question essentielle de notre siècle. Et il faut bien constater qu'une guerre est menée contre la nation. Alors une guerre qui est certes occulte, mais une guerre acharnée. Et il est hélas très clair que les prétendues élites politiques, administratives, ce qu'on appelait naguère la haute fonction publique, sont en première ligne contre l'État-nation. Dans un ouvrage très éclairant intitulé « Les intouchables d'État », Vincent Jouvert décrit les errements de cette haute fonction publique qui accumule les privilèges à son profit, mais tout en sapant cet État qu'elle est censée pourtant servir et défendre. D'ailleurs, il est assez stupéfiant de voir que l'École nationale d'administration, qui a été fondée après la guerre et dans l'esprit justement de former des hauts fonctionnaires, aujourd'hui, les gens qui sortent de cette école ne veulent pas aller dans une sous-préfecture, ils ne veulent pas aller dans la fonction publique et ils vont pantoufler dans des banques, à la tête d'entreprises dont ils participent à la ruine parce qu'ils sont totalement incapables, ils n'ont pas été formés pour cela d'ailleurs. Cette école qui est censée former des hauts fonctionnaires produit à longueur de temps des PDG d'entreprises nationales ou pseudo-nationales qu'ils s'emploient à ruiner un peu plus. Alors, souvent incompétente et toujours profiteuse, dépourvue de tout esprit public, championne du pantouflage, cette caste œuvre au démantèlement de l'État et à l'affaiblissement de la nation. Et ces deux questions sont liées. Affaiblissement de l'État, affaiblissement de la nation. La haine de l'État va de pair avec l'idée qu'il faut briser les nations. Tout cela découle de cette idéologie à laquelle adhère la majorité des prétendues élites. Du coup, tous ces gens sont complices du projet de désintégration des nations qui est précisément celui de la construction européenne. L'Europe est bien la machine infernale mise en place pour désintégrer les nations. Dans son récent livre, que je vous incite à lire, Philippe de Villiers tire les fils du mensonge et il assimile la construction européenne à une conspiration. Ce qu'on appelle les pères fondateurs de l'Europe, à commencer par Jean Monnet, sont véritablement des anti-français. Ils ont rêvé d'un projet ultralibéral mondialiste qui passait à l'époque par la soumission aux États-Unis. Il s'agit de créer une grande zone de libre-échange afin d'unifier les marchés de l'Europe et des États-Unis. Et la fin ultime de la construction européenne, c'est des pays européens vassalisés par les multinationales anglo-saxonnes. Et tel était précisément le projet de celui qu'on appelle le père de l'Europe, Jean Monnet, qui ne servit jamais que les intérêts américains et ceux de l'idéologie libre-échangiste. Le général de Gaulle a qualifié le personnage d'ennemi du peuple français et de ses libertés. Plus crûment encore, Marie-France Garot, qui est un des seuls hommes de droite qu'on ait eu, qui ait le courage de tenir le drapeau, a déclaré que Jean Monnet était un agent américain payé pour détruire les États et les nations européennes. La construction européenne s'est donc faite sur des mensonges. Et il est clair que l'Union européenne ne sert pas les intérêts des nations européennes, mais ceux des États-Unis et plus largement ceux du mondialisme libéral aujourd'hui. La construction européenne est une mystification. Dès l'origine du projet, il y a une ambiguïté. Personne n'a jamais voulu d'une Europe puissance, qui est d'ailleurs un mythe. On nous répète à longueur de temps l'Europe puissance entre la Chine et les États-Unis, entre la Russie et les États-Unis jadis, et puis entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui. Tout cela est une blague. Il ne s'est jamais agi que de créer un marché. Et pour réussir ce coup, il fallait détruire tous les ferments de résistance à ce nivellement. C'est pourquoi le projet eurocratique porte en lui une idéologie de destruction. Quelques exemples. Destruction des familles, avec l'encensement de comportements déviants, en premier lieu le mariage homosexuel, qui est devenu une sorte d'impératif catégorique de l'idéologie européiste. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas adhérer à l'Union européenne si vous n'inscrivez pas ce principe dans votre constitution. La destruction de la société, en dressant les citoyens les uns contre les autres,
en favorisant les communautarismes, en abandonnant toute référence à la recherche du bien commun, destruction de l'identité avec l'encouragement des mouvements de migration de masse dont certaines ONG, et notamment les groupes de George Soros, se sont fait une spécialité, destruction de l'unité nationale en favorisant les séparatismes ethniques ou linguistiques et parallèlement destruction de l'autorité de l'État. Ce qui est en cause est la logique de destruction des États-nations. En Europe, l'organisation supranationale qualifiée d'Union européenne a été conçue pour disloquer ces États-nations avec le lâche renoncement de l'ensemble de la classe politique. L'histoire enseigne que ce renoncement provient toujours d'un recul de l'autorité. Raymond Aron a bien noté que la crise de l'autorité est la véritable crise des civilisations. La menace, c'est celle du totalitarisme qui prospère toujours lorsque s'effrontent les autorités traditionnelles, l'école, la famille, le pouvoir politique. Comme l'a écrit Hannah Arendt, le totalitarisme a fini au XXe siècle de ruiner l'autorité, mettant un point d'orgue au mouvement entamé depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, et je serais tenté de dire depuis la Révolution dite française. Soyons clairs, la fracture entre le pays réel, c'est-à-dire la grande majorité des citoyens, et le pays légal, c'est-à-dire les prétendues élites, est de moins en moins contestable aujourd'hui. Mais la méfiance d'une large partie du peuple à l'égard de la classe politique ne signifie pas que les citoyens veulent l'anarchie. Au contraire, un bon nombre d'entre eux souhaitent la restauration d'un État fort et juste car fort. Les citoyens veulent un État au service du bien commun. De nos jours, la crise de l'autorité que diagnostiquait déjà Raymond Aron après l'agitation de mai 68 a conduit le plus grand nombre à perdre de vue la notion de bien commun, d'intérêt général, de choses publiques, la res publica, et que signifie pour nous aujourd'hui d'être citoyens d'une nation. Faute de pouvoir répondre à cette question, beaucoup de nos contemporains sont tentés de se retrancher dans les petits bonheurs individualistes ou la tentation communautariste qui encourage la montée en puissance de pseudo-identités de substitution ethniques, religieuses, sexuelles, socio-culturelles ou locales. Ce morcellement a un nom, c'est le tribalisme. On peut se demander si les tribus sectaires ne vont pas remplacer la communauté nationale. C'est ce que prédit le philosophe Zygmunt Bauman qui affirme « Le nouvel ordre mondial a précisément besoin d'États faibles pour se maintenir et se reproduire. Les États faibles, les quasi-États, peuvent être facilement réduits au rôle de commissariat de police locale assurant le minimum d'ordre nécessaire pour la conduite des affaires sans qu'on puisse craindre qu'ils viennent interférer dans la liberté de manœuvre des compagnies mondialistes. Du coup, la priorité, c'est de restaurer l'idée de bien commun qui consolide la citoyenneté. C'est une idée fondamentale de nos civilisations. Depuis Aristote, l'idée prévaut que les hommes ont quelque chose de fondamental, d'essentiel en commun. C'est le bien commun qui donne du sens au corps social. Dans ses 6 livres de la République, Jean Bodin, le père de la science politique, a exposé la doctrine des légistes royaux du Moyen-Âge. Et selon cette doctrine, le pouvoir en France est que la souveraineté est au service du bien commun, ce qui implique une pleine souveraineté de l'État. Alors aujourd'hui, quel est notre bien commun ? La question est d'importance puisqu'une société qui perd le sens du bien commun est une société condamnée. Réfléchir sur le bien commun, c'est d'abord prendre la mesure du danger de l'individualisme et du communautarisme pour se référer à notre traditionnelle conception du lien social. Une sorte d'idéal postmoderne consiste à célébrer des communautés de plus en plus nombreuses, ce qui tend à favoriser le communautarisme, que celui-ci soit ethnique, religieux, sexuel ou autre. Comment ne pas considérer comme une régression le discours de ceux qui détricotent la société nationale, ceux qui flattent des catégories auprès desquelles ils multiplient les promesses démagogiques ?
Face à la menace communautariste, l'État est donc une nécessité. Ce postulat étant posé, il faut bien se demander de quel État nous parlons. Je n'entends pas ici tel ou tel modèle institutionnel, monarchie, république, régime autoritaire, régime présidentiel, régime parlementaire. Ce n'est pas l'objet de ce débat. Mon questionnement est le suivant: quel État pour quelle société? Et ici, il s'agit évidemment de l'État-nation. Depuis plusieurs siècles, cet État-nation est le socle de l'ordre international. En 1648, les traités de Westphalie ont mis en pièces la notion d'empire, avec l'abaissement de l'empire des Habsbourg, cette maison d'Autriche combattue par la monarchie française depuis Henri IV. Ces traités de Westphalie marquent la consécration de l'émiettement de l'empire germanique, un objectif fondamental de la monarchie française, car celui-ci ne pouvait se consolider que contre la France. Comme le souhaitait la politique traditionnelle de notre monarchie, l'État-nation souverain devint la plus haute autorité du droit international moderne qui eut le jour à cette occasion. Ce droit est donc inspiré par la politique capétienne, c'est l'affirmation de la souveraineté des États. Vous connaissez la définition de Jean Bodin: la souveraineté est le pouvoir absolu et perpétuel de l'État, ce qui est le plus grand pouvoir de commandement. L'État, en la personne du monarque, était suprême à l'intérieur de ses territoires, indépendant de toute autorité et légalement égal aux autres États. De son côté, le Hollandais Hugo Grotius défend la thèse que les États sont tous égaux et souverains et qu'il faut favoriser le concert entre ces nations souveraines, c'est-à-dire une société mutuelle suivant des règles qui seront les bases du droit international public. Et le droit issu de la paix de Westphalie a pour fondement que la paix et les tranquillités sont assurées par un juste équilibre des puissances. L'État-nation étant le socle de l'ordre juridique qui se met en place, les petits pays obtiennent les mêmes droits que les grands. Et à la place d'une relation entre dominants et dominés au sein d'empires artificiels, la coopération entre des États égaux en droit devient la règle. Alors, il en découle trois principes. La souveraineté externe, aucun État ne reconnaît d'autorité au-dessus de lui et tout État reconnaît tout autre État comme son égal en droit. La souveraineté interne, tout État dispose de l'autorité exclusive sur son territoire et aucun État ne peut s'immiscer dans les affaires internes d'un autre État. Et l'équilibre des puissances, aucun État ne doit être en mesure d'imposer sa loi à l'ensemble des autres États pour exercer une hégémonie. C'est donc un système reposant sur le postulat d'une indépendance absolue, un régime équilibré où l'indépendance des petites et des moyennes nations est respectée, car c'est la condition nécessaire pour empêcher l'émergence d'un empire supranational totalitaire. Le grand historien Jacques Bainville a clairement exposé dans son Histoire de deux peuples que Westphalie est le meilleur arrangement qu'on ait jamais su trouver pour un ordre international qui garantisse contre la violence des plus forts. C'est, écrit-il, un modèle de paix sérieuse et durable. De fait, ce système a prévalu jusqu'à nos jours, puisqu'on retrouve dans la Charte des Nations Unies, signée à San Francisco en juin 1945, le principe de la souveraineté des États. En effet, l'article 2 de la Charte dispose que l'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres. En tout cas, ces principes d'équilibre et de souveraineté ont inspiré la diplomatie française des rois capétiens jusqu'à Charles de Gaulle. Cette ligne était rappelée par le président Georges Pompidou lors d'un discours le 8 décembre 1972 pour le centenaire de Sciences Po. Pompidou disait, s'agissant de la France, de sa place et de son rôle dans le monde, il faut d'abord en prendre la mesure. Charles Maurras a, dans Qu'il est Tanger, dès 1910, prévu le monde actuel, et Pompidou citait, composé de deux systèmes, plusieurs empires, avec un certain nombre de nationalités petites et moyennes entre les deux. Un monde ainsi formé, continue Maurras, ne sera pas des plus tranquilles. C'est Pompidou qui parle. Les faibles y seront trop faibles, les puissants trop puissants,
et la paix des uns et des autres ne reposera guère que sur la terreur qu'ont su inspirer réciproquement les colosses. Et Georges Pompidou ajoutait « J'en conclus que l'action de la France est simple et évidente. D'abord, développer nos propres forces, ensuite aider le plus possible les faibles et les disperser, ceux qui ne souhaitent pas s'abandonner aux puissants. » Il y a donc un certain nombre d'années, en 1972, le président de la République osait citer Charles Maurras à Sciences Po. Je doute que le président actuel le fasse, si tant est qu'il sait qui est Charles Maurras. En tous les cas, ne pas s'abandonner aux puissants, telle est l'une des principales lois de la politique française. L'État français ne saurait se laisser subordonner à un super-État dont la conception ne peut, écrivait Charles Benoît, exister que chez des peuples qui n'ont ni voisins, ni rivaux, ni ennemis, ni histoire, c'est-à-dire des peuples qui n'existent pas. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Il est clair qu'aujourd'hui, l'État-nation est menacé. Peut-on affirmer, comme le professeur Bertrand Bady, mon collègue de sciences politiques, que la géographie westphalienne n'est plus à l'échelle du temps ? J'aime beaucoup les gens qui décident ce qui est à l'échelle du temps, ce qui ne l'est pas d'ailleurs. Alors selon Bady, l'ordre de Westphalie serait obsolète pour diverses raisons qu'il cite. L'expansion de la globalisation qui permettrait aux firmes multinationales d'imposer leur volonté aux États. Des acteurs nouveaux qui apparaisseraient, les firmes, les ONG, les mafias, les lobbies, qui réduiraient d'autant le rôle des États, et des organisations internationales qui prendraient aussi le relais des États, l'OMC, le FMI, les organisations régionales comme l'Union européenne. Bien entendu, Bertrand Bady trouve cela très bien. La doxa contemporaine repose largement sur ce dogme libéral. Selon les clichés et les stéréotypes qui forment cette doxa, le temps des nations serait passé et il faudrait par conséquent remettre en question l'État-nation. On voit bien l'inanité de cette idéologie quand on considère la scène internationale. Je n'ai pas le sentiment que les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde, la Grande-Bretagne, la Turquie, le Japon, l'Arabie saoudite ou le Maroc, et ni sans doute le Brésil et bien d'autres, aient du moins du monde renoncé à leur souveraineté. Et pourtant, ils s'en trouvent en Europe, en France, pour prétendre abattre l'État-nation. C'est devenu une idéologie fort répandue chez nous, une sorte de pensée unique dans divers milieux et souvent dans les grandes écoles et certains établissements d'enseignement public, sinon tous. Et l'on répète ainsi comme un leitmotiv qu'il faut en finir avec les nations parce qu'il faut être résolument moderne, donc cosmopolite. Il faut donc moins d'État. Au milieu des années 1980, un sociologue, Michel Croisier, proclamait qu'un État moderne devait être un État modeste. État modeste, c'est devenu le slogan creux de tous ceux qui pensent que ce n'est pas dans le cadre de l'État-nation qu'on peut forger une nouvelle pensée face aux problèmes de notre société. Croisier affirmait en outre « Seule l'Europe est susceptible de faciliter le dépassement dont nous avons besoin. » Alors, je ne sais pas pourquoi nous en avons besoin, mais nous y voilà. Croisier plaidait ainsi pour un accroissement des pouvoirs de la Commission européenne, donc de la bureaucratie bruxelloise. Il est tout de même singulier d'ailleurs que les adversaires de l'État-nation critiquent le prétendu trop d'État national, protecteur naturel des citoyens, et en même temps prônent la puissance des technobureaucraties, celle des organisations mondialistes, d'un État européen supranational sur lequel aucun contrôle ne peut s'exercer. Donc, ils démolissent l'État à Paris, mais ils le réinstallent encore plus fort, encore plus opaque à Bruxelles ou à Berlin. Pour ce qui concerne l'Europe, on peut d'ailleurs s'inquiéter que le président de la Commission, toute puissante du fait de la démission des États qui forment le Conseil, mais qui ont abandonné une large partie de leurs prérogatives au profit de la Commission anonyme et vagabonde, que le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, luxembourgeois alcoolique notoire, soit un peu le grand Manitou de cet ordre. Mais vous me direz que ce n'est pas très important, puisque les véritables dirigeants, et le véritable dirigeant n'est pas M. Juncker, ce sont des gens
tapis dans l'ombre, des hommes tapis dans l'ombre, dans les couloirs de Berlamonde, et que nous ne connaissons pas et qui n'ont aucune légitimité. Berlamonde, c'est le siège de la fameuse commission. Si vous passez à Bruxelles, je vous incite à y aller. C'est phénoménal. On a l'impression de vivre dans un roman d'anticipation ou dans le roman d'Orwell de 1984. C'est la déshumanisation totale, comme d'ailleurs le prétendu Parlement européen, où d'ailleurs maintenant tout est en anglais. Tous les documents sont en anglais, on ne travaille plus qu'en anglais, ce qui est d'ailleurs magnifique, puisque les Anglais vont quitter l'Europe. C'était le seul pays dont l'anglais est la langue officielle, mais on continuera à parler anglais, et tout le monde parle anglais, ou essaye de parler anglais dans cette affaire. Alors, nous devons comprendre que le moins d'État des idéologues antinationaux signifie simplement qu'il faudrait moins d'autorité nationale pour avoir plus d'autorité supranationale. C'est ça la réalité. En effet, l'anti-étatisme ne vise que le seul État national, puisque ces propagandistes se satisfont fort bien de l'émergence d'autres formules. Généralement, les prophètes du meilleur des mondes globalisés ou de l'Europe fédérale ne sont pas des adeptes du retour à l'état de nature et à l'anarchie. Au contraire, s'ils visent à détruire l'État national, c'est pour mieux opérer une substitution au profit des institutions mondialistes et d'un État européen. En tout cas, les termes du débat sont bien posés. Voici une vieille logique d'empire qui réapparaît pour s'opposer à l'État-nation. C'est un peu la revanche des empires et des féodalités contre les traités de Westphalie, un formidable retour en arrière. Et on aura compris que c'est l'État-nation de la France qui est particulièrement visé, et c'est bien la France qui est en jeu. Une double menace pèse sur l'État-nation français, le supranationalisme et le particularisme régionaliste. L'un nivelle les nations, l'autre les morcelle. L'affaire de la charte régionale des langues minoritaires, concoctée par le Conseil de l'Europe, est particulièrement emblématique dans la mesure où celle-ci fait partie du dispositif normatif des diverses instances eurocratiques dont tous les canons sont braqués contre l'État-nation et plus singulièrement contre la nation française. Cette charte nourrit un projet séparatiste. Il est important de souligner qu'elle doit tout à l'Allemagne qui s'impose de plus en plus comme un Gauleiter de l'Europe nouvelle. Depuis François Mitterrand, l'homme de tous les renoncements, les dirigeants français ne cessent de se prosterner devant l'Allemagne pour l'amadouer, alors que l'Allemagne, à travers l'Union européenne, défend ses seuls intérêts de puissance. Désormais, politiciens, classes dirigeantes courent comme des caniches derrière l'Allemagne, qui de facto dicte sa loi. C'est l'Allemagne qui impose ses règles. Le prétendu couple franco-allemand est une galéjade, c'est un marché de dupes. Nos dirigeants ne cessent de se prosterner devant l'Allemagne pour l'amadouer, alors que l'Allemagne, à travers l'Union européenne, défend, ce qui est bien légitime d'ailleurs, ses seuls intérêts. Le 22 janvier 2019, la chancelière Merkel et Emmanuel Macron ont signé un nouveau traité franco-allemand à Aix-la-Chapelle. En réalité, le projet n'a rien à voir avec le texte signé jadis par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. Il s'agit d'un projet visant à fondre la France dans un fédéralisme européen dominé par l'Allemagne. Ce fédéralisme n'est pas nouveau, il ne date pas des discours de Macron à la Sorbonne en 2017, ni du traité de Lisbonne en 2007, ni même du traité de Maastricht en 1992, mais il remonte aux origines. Souvenons-nous de la déclaration lue, je dis lue parce que ce n'est pas lui qui l'a écrite, en mai 1950 par Romer Schumann, cet individu qui avait choisi de porter l'uniforme allemand durant la Première Guerre mondiale. Souvenons-nous du projet de COD, de Communauté européenne de défense, au début des années 50. Cette intégration militaire soutenue par l'Allemagne et les Pays-Bas est rejetée par l'Assemblée nationale française en 1954. Je doute d'ailleurs qu'aujourd'hui, une Assemblée nationale française rejetterait ce traité. Le nouveau traité franco-allemand de Merkel et de Macron
prévoit tout uniment une convergence des deux pays en politique étrangère, en défense, en sécurité extérieure et intérieure, économie, industrie, commerce, social, fiscal, langue, ça sera sans doute l'anglais, l'exportation d'armement, la diplomatie, la lutte contre la criminalité organisée, judiciaire, juridique, environnementale, le renseignement, la police, la culture, l'enseignement, la recherche, la mobilité. Et outre l'ébauche d'une prétendue armée européenne, le texte prévoit également la création d'un Conseil des ministres franco-allemands où un membre du gouvernement d'un des deux États prendra part, une fois par trimestre au moins, et en alternance au Conseil des ministres de l'autre État. Enfin, le traité va jusqu'à envisager le détachement des régions frontalières de l'ensemble national, sous couvert d'une prétendue coopération transfrontalière. En somme, c'est quasiment une fusion dont même le Troisième Reich n'aurait pas rêvé. Il est hallucinant qu'un homme politique français ose signer ce traité. On a fusillé Pierre Laval à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour beaucoup moins que ça. Hein? Pierre Laval, que je ne défends pas, hein, moi mon père était résistant, bon, mais Pierre Laval, il avait les Allemands à demeure, il n'avait pas le choix, il avait le revolver sur la tempe et il essayait de sauvegarder les meubles. Là, c'est une reddition race campagne qui n'a aucune justification. Ce nouveau traité franco-allemand est donc effrayant, puisqu'il porte en lui tous les germes de la destruction de notre nation. C'est une infamie, d'autant plus que l'Allemagne se trouve derrière tous les mauvais coups contre la France. C'est elle qui prône l'armée européenne, censée compléter les forces de l'OTAN en se fondant dans le pacte atlantique, en annihant l'un des derniers vestiges de souveraineté de la France. Vous savez que l'Allemagne n'est pas une puissance nucléaire, que l'Allemagne n'est pas une grande puissance militaire, et bien entendu, la France fait encore un peu la différence avec l'Allemagne. Grâce à cela, eh bien, il faut l'annihiler. C'est l'Allemagne qui nourrit l'ambition de disposer d'un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est aussi un moyen de réduire le rôle de la France. C'est l'Allemagne qui promeut le supranationalisme par un fédéralisme visant à remplacer le concert des nations. Et c'est encore l'Allemagne qui encourage un régionalisme outrancier via la charte des langues régionales, et puis par le morcellement des nations dont on a eu un exemple, un triste exemple en Serbie. Lors de l'affaire du Kosovo, justement, le président serbe Boris Tadić déclarait devant le Conseil de sécurité « Il y a des dizaines d'autres Kosovos à travers le monde qui n'attendent que l'acte de sécession de ce territoire devienne réalité. Je vous avertis très sérieusement du danger d'escalade de nombreux conflits dormants et du déclenchement de nouveaux conflits. » Bien entendu, personne n'a écouté cet avertissement, mais nous en sommes là. Ce qui est en cause, c'est la logique de destruction des nations. Et en Europe, l'organisation supranationale, qualifiée d'Union européenne, a été conçue pour disloquer les États et les nations. Et c'est dans ce contexte qu'il faut replacer la question de la charte des langues régionales et minoritaires. Il ne faut pas se méprendre. Cette charte ne vise pas à protéger des idiomes locaux que personne d'ailleurs ne menace. Elle ne vise pas à illustrer des cultures locales qui trouvent d'ailleurs leur meilleure chance de rayonner grâce à l'ensemble national, notamment grâce à l'ensemble français et à l'ensemble et à la langue française. Le problème doit être relativisé. L'usage de dialectes régionaux est peu répandu en France. Ces dialectes sont enseignés à ceux qui le désirent et ils sont d'ailleurs si peu persécutés que des fonds considérables leur sont consacrés, souvent inversement proportionnels au nombre de gens intéressés. Les écoles d'Iwan qui enseignent une sorte de breton ou je ne sais quoi sont subventionnées grassement par l'État français pour quelques milliers d'élèves. De fait, les idiomes régionaux sont beaucoup moins menacés que le français ne l'est par l'anglo-américain et le snobisme du tout anglais. Il est surprenant que les partisans de la conservation des dialectes s'accommodent fort bien d'une anglo-américanisation qui met la France et ses régions en état de soumission à l'égard de la langue et de la culture anglo-américaine et par conséquent aux conceptions idéologiques, politiques, économiques que celle-ci véhicule.
puisque la langue, comme disait Rivarol, est le vêtement de la pensée. Je suis consterné lorsque je vois des hauts fonctionnaires français, des militaires, surtout des militaires, qui parlent anglais entre eux, dans des réunions à Paris ou à Bruxelles. Je crois que ce qui est visé, c'est précisément la pensée française, c'est-à-dire l'identité nationale. L'objectif ultime vise à démanteler encore plus l'État-nation pour mettre en place l'Europe fédérale. La menace, c'est le démembrement de la France et d'autres nations européennes. Et c'est la nation qui est la cible de cette idéologie, laquelle a pour objectif essentiel de mettre fin à la souveraineté nationale. Elle a pour véritable obsession de faire, comme disait Rothschild, M. Rothschild, dans les années 70, faire sauter le verrou de la nation. Je dis bien la nation, parce que trop souvent les hommes politiques confondent la France et la République. Il faut relever une confusion regrettable entre un système idéologique, la République, et une réalité historique, la nation. Cette substitution qui consiste à ne pas parler de la nation en préférant utiliser un terme République qui sert à désigner n'importe quoi, est devenue une sorte de manie de la classe politique qui confond l'accessoire, le slogan, et l'essentiel, le bien commun national, c'est-à-dire la seule France. Il ne faut pas laisser une idéologie se substituer à la nation. C'est bien la nation qui est notre bien commun, ce n'est pas la République. La République est d'ailleurs un régime incapable de la protéger et qui la laisse se diluer dans un melting pot eurocratique. La question n'est donc pas d'adhérer aux prétendues valeurs de la République, mais d'être résolument et purement français. Ce qui est en cause, c'est le respect de la diversité des nations, c'est-à-dire des civilisations, face à la menace d'un monde globalisé qui serait celui d'une uniformisation synonyme de totalitarisme et de régression. La menace est la mise en place d'entités minoritaires fondées sur l'ethnie, c'est-à-dire la balkanisation des nations pour sombrer dans l'état de barbarie. Tout cela au nom du mythe de ce câlin main qui appelle la mondialisation heureuse. Le dogme d'un libre-échange gagnant-gagnant prédisait l'avènement du meilleur des mondes dans lesquels les pauvres deviendraient riches et les riches encore plus prospères. On connaît le résultat, en particulier la désindustrialisation due aux délocalisations massives, provoquant une véritable révolte des peuples, à commencer par les classes moyennes les classes moyennes déclassées, oui justement, les gilets jaunes. Dans ces conditions, les peuples ne veulent pas moins d'État, mais mieux d'État, donc plus d'État et plus de souveraineté, car ils savent que seul l'État peut les protéger, en particulier en récupérant sa souveraineté juridique, aliénée dans des instances supranationales installées à Bruxelles, à Strasbourg, c'est la CEDH, à Genève, c'est l'OMC, à Washington ou à New York. En fait, le fossé ne cesse de se creuser entre, d'une part, le peuple, qui veut plus de souveraineté nationale, et d'autre part, des politiciens et des classes dirigeantes qui continuent à sauter sur leurs chaises comme des cabris en criant « l'Europe, 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 l'Europe ». La solution n'est pas de transférer les pouvoirs de l'État à des entités dénuées de toute légitimité. Elle consiste à avoir un État plus fort, disposant de plus de moyens dans ses missions vitales de service public, de sécurité, de défense, de diplomatie, d'enseignement, de bâtisseur d'avenir, de planificateur des grandes étapes du redressement économique. En somme, ce qu'il s'agit de préserver, c'est une certaine idée de l'homme. Il s'agit de concevoir les hommes comme appartenant d'abord à une nation. Il faut avoir la conviction d'une unité de destin pour faire quelque chose ensemble. Cela s'appelle l'histoire. Le cosmopolite, c'est-à-dire le citoyen de nulle part, c'est l'individu sans feu ni lieu. Ce n'est pas un acteur de l'histoire. C'est le citoyen d'une nation qui est un acteur de l'histoire. Et c'est la nation et elle seule qui constitue la plus précieuse des libertés, comme disait le vieux maître, puisqu'elle donne à l'homme sa dignité en lui permettant d'être non seulement un animal social, mais plus encore un animal historique. Par la nation, l'individu périssable et la société périssable défient la mort et le néant. Alors nous en revenons à la politique.
il est légitime de se demander si le vrai fossé n'est pas aujourd'hui entre une droite sans repère et une gauche ralliée au libéralisme mondialiste, mais plutôt entre des Français qui continuent à croire en la France et la nébuleuse de ceux qui acceptent l'empire totalitaire et déshumanisé, la toute-puissance de la globalisation, américanisation, l'utopie messianique de l'Europe fédérale et les séparatismes régionaux. En somme, ceux qui croient à la France et ceux qui pensent n'importe quoi sauf l'État-nation, n'importe quoi sauf la France. Et en même temps, s'instaure le règne des particularismes égoïstes, des sectes, des bandes violentes, des passe-droits. En tout cas, du foulard prétendument islamique menaçant la laïcité aux délires ethniques des séparatistes, c'est la même logique de fanatisme, de repli sectaire, d'intolérance. Derrière les revendications particularistes se profile toujours le retour aux tribus, à l'État sauvage. En fin de compte, ce qui est menacé, c'est le modèle français d'intégration et d'universalisme qui circonscrit dans l'espace privé tous les particularismes religieux, culturels ou liés à un mode de vie distinct. Fondé sur l'égalité, ce modèle a toujours puisé sa force dans l'intégration dans l'espace public et dans la protection qu'offre à tous l'État-nation. C'est l'État qui s'oppose directement au communautarisme, à l'américaine, un communautarisme qui met en exergue n'importe quelle appartenance communautaire et considère d'une manière dogmatique qu'il y a persécution dès qu'il n'y a pas des lois protectrices spécifiques ou de discrimination positive, ce qui revient à nier toute notion de société et finalement à créer des systèmes d'apartheid fondés sur des appartenances ethniques, des comportements religieux, culturels, sexuels ou autres. Sous couvert d'une prétendue modernité, se profile le retour aux temps féodaux et à l'obscurantisme. C'est pourquoi la restauration de l'État-nation est une ardente obligation. Et cet État-nation a sans doute des beaux jours devant lui, parce que ni trop grand ni trop petit, il reste la solution la mieux adaptée pour servir une société précise. En fin de compte, il est surtout menacé par les esclaves de la fatalité qui sont toujours prêts à se coucher, qui sont toujours prêts à tous les renoncements. Or, il n'y a que Charles Bovary et les âmes mal trempées qui croient que tout est la faute de la fatalité. Au contraire, dans la vie, tout est une question de volonté. Il n'y a pas de fatalité du déclin. Seuls s'effacent les peuples qui, selon l'expression de Fustel de Coulanges, renoncent à eux-mêmes, ceux qui s'assiedent au bord du chemin pour laisser à d'autres l'ambition de faire l'histoire. Désespéré de la nation conduit à se condamner à ne plus avoir de visage particulier, puisque c'est le rempart de la cité libre qui préserve la civilisation. En conclusion, je dirais que le combat est existentiel. Pour Paul Valéry, c'est peut-être l'idée qu'un peuple se fait de l'homme que l'on jugerait le mieux de sa sensibilité, législation, politique, littérature. L'eurocratie nous invite à oublier notre histoire et à perdre toute mémoire. Elle veut abattre l'État-nation français et elle porte en elle un projet post-national. Philippe de Villiers écrit que dans le musée du Parlement européen à Bruxelles figure cette citation « La souveraineté nationale est à l'origine du retour de l'humanité à la barbarie ». On ne saurait mieux définir le complot européiste, mais aussi la perfidie de cette idéologie, car on peut légitimement penser que c'est la disparition des nations qui conduit à l'état de barbarie. C'est une bonne raison pour sortir de l'Union européenne. Le Frexit est une ardente obligation dans la mesure où il ne s'agit de récupérer tous les instruments de souveraineté qu'on nous a ôtés, les instruments de souveraineté politique, les instruments de souveraineté économique, les instruments de souveraineté juridique. Près de 70% de nos lois aujourd'hui sont imposées par Bruxelles. Les instruments de souveraineté militaire, linguistique. Il faut lutter contre les innombrables dangers qui menacent la France, à commencer par un ultralibéralisme contesté par le pays réel, dont le mouvement des Gilets jaunes exprime l'indignation face à l'État de plus en plus effacé, qui ne tient plus son rôle de défenseur du bien commun, d'arbitre de la vie économique et de régulateur contre la cherté de la vie.
Il n'est donc rien de plus urgent que réaffirmer la pensée française qui incarnera toujours l'espérance nationale. La pensée française à la fois dans l'homme. La mission de la France consiste à parler d'une voix distincte, haute et claire, en ne cessant jamais son éternelle plaidoirie pour l'honneur de l'homme, les libertés des peuples et l'indépendance des nations. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, la nation reste notre avenir indépassable. Bien, merci infiniment, monsieur Saint-Preux, de cet exposé alerte, cet exposé vigoureux. Vous avez étayé votre thèse autour de thèmes stimulants et de termes combatifs et engagés. Et vous ne l'avez pas cité, mais vous avez, dans votre ouvrage, écrit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Pourquoi la France ? Mais parce que sans elle, que serions-nous ? Et je crois que c'est le moyen d'ouvrir le débat que nous allons faire. Pourquoi la France ? Parce que sans elle, que serions-nous ? Et justement, je voulais vous demander, vous avez bien expliqué en quoi le système actuel que l'on baptise l'Europe étouffe les nations et les détruit, et que ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça. C'est quelque chose qui est profondément articulé, organisé et voulu. Mais il est vrai aussi que, et vous défendez à ce titre la sortie de la France de l'Union européenne, puisque vous avez parlé de Frexit. Mais il est vrai aussi que ça pose une question, ça me pose une question en tout cas. Aujourd'hui, les problèmes, notamment certaines questions économiques, certains projets économiques sont d'une telle dimension qu'on peut se poser la question de savoir si la France, elle toute seule, peut faire face aux défis économiques, aux défis sociaux, à certaines réalisations qui sont imposées. Donc, je voudrais savoir pour vous, l'Europe peut-elle avoir une autre utilité, et laquelle ? D'abord, quand je parle de Frexit, il s'agit de sortir ou de mettre fin à cette Union européenne telle qu'elle s'est conçue. Je parlais tout à l'heure du Premier ministre hongrois Orban. Il m'a dit « Mais je ne suis pas anti-européen. Nous sommes un pays européen. Nous avons d'ailleurs combattu pour l'Europe pendant des siècles. Nous avons été aux marges de l'Europe. Et nous faisons partie de la civilisation européenne. Mais nous sommes contre cette construction européenne telle qu'elle se manifeste, avec ces ukases stupides, avec cette bureaucratie sournoise. Donc il ne s'agit pas de rejeter toute coopération, mais il s'agit de remettre les pendules à l'heure. Pour ce qui concerne l'économie, je pense que l'Europe n'a pas évité que nos chefs d'entreprise délocalisent, c'est-à-dire qu'ils fassent fabriquer les chaussettes en Thaïlande et les pullovers en Chine, et provoquant ainsi la misère de nos ouvriers. Et la délocalisation est un grand crime. Ce n'est pas l'Europe qui l'a empêché. Ce n'est pas l'Europe qui empêche que nos aéroports soient vendus. Vous savez que la société Aéroport de Paris va être vendue. Les Chinois ont déjà acheté l'aéroport de Toulouse, je crois, et je ne sais plus lequel. Bon, donc, ce n'est pas l'Europe qui nous protège de quoi que ce soit. Donc, qu'on ne nous dise pas que l'Europe, c'est un plus qui va nous enrichir parce que nous serions trop petits pour nous en sortir. Les Suisses ne sont pas dans l'Europe, ils ne sont pas dans l'Union européenne. Et ils ont une industrie, et ils marchent bien, ils vendent leurs produits, ils ont une économie qui est plutôt florissante. Donc, je pense que le mythe l'Europe, et c'est la seule solution, fait partie de la propagande fédéraliste qui est mise en place depuis, je le répète, depuis ces ignobles Jean Monnet et Schuman, qui sont des anti-français patentés. Et on essaie de nous expliquer depuis cette date que
tout ira mieux en fondant nos ressources en commun, tout ça. Or, rien ne va mieux. C'est pas l'Europe qui empêche la compagnie aérienne des Pays-Bas de racheter des parts d'Air France. L'Europe ne nous protège pas. Et quel est le bilan économique? Le bilan économique, il est désastreux. Il y a désindustrialisation massive de la France. Moi, je suis d'une famille de sidérurgistes. J'ai vu fermer année après année, Voipy, la Haute-Loire, là-bas, etc., etc. Des sociétés. Mon frère est toujours sidérurgiste. Il me dit, en 10 ans, j'ai perdu 600 sociétés clientes. 600. Bien entendu, il n'y a pas 600 sociétés qui sont créées à côté. Hein. Et les gens sont au chômage. Et les gens sont en train de crever. Et il y a des villes, des petites villes de France où vous ne voyez que des pancartes à vendre ou à louer et rien ne se vend et rien ne se loue. Il n'y a plus de commerce. Bon, il y a une déstructuration de cette France dite périphérique, qu'on l'appelle avec beaucoup de mépris la France périphérique, qui est la France profonde, qui est le pays réel. Bon, l'Europe ne nous a pas en rien protégés. Je pense que de démission en démission de nos classes dirigeantes, et notamment d'une partie de notre patronat qui n'est plus national, si tant est qu'il n'ait jamais été, mais qui aujourd'hui, il n'y a plus d'entreprise nationale. Moi, j'ai connu une époque où il y avait des patrons nationaux, des gens qui avaient créé leur entreprise, et c'était leur entreprise, et j'en ai connu 2 qui se sont suicidés le jour où il a fallu qu'ils licencient des ouvriers. Aujourd'hui, vous avez des mercenaires qui sortent de l'ENA, qui dirigent un jour Veolia et le lendemain Framatome et le surlendemain je ne sais quoi, des gens qui n'ont qu'une compétence. Bon, c'est ça la réalité. Et l'Europe ne nous a en rien protégés de quoi que ce soit. Et même l'agriculture. On nous dit, oui, mais la France a été bénéficiaire sur la PAC. Non, ceux qui ont été bénéficiaires, on a quand même perdu plusieurs millions d'agriculteurs en 30 ans. Hein. Donc si on avait protégé l'agriculture, ça se serait. La PAC, elle a été faite au profit des grands exploitants amis du président Chirac et d'autres. Hein. Mais elle n'a jamais été faite au profit des petits qui, eux, sont crevés les uns après les autres. Merci. J'ai oublié de dire que vous avez parfaitement, enfin j'ai oublié, non, j'y pensais, mais que vous avez parfaitement illustré le titre qu'a choisi notre président, qui est présent là ce soir, qui est arrivé en retard, mais c'est pas grave, il est là. L'Europe, machine infernale pour des... Attends, je suis en train de te flatter. Alors, si tu permets, laisse-moi terminer, je te flatte là. L'Europe, machine infernale pour désintégrer la nation, c'est le titre qu'Henri Lesquin a choisi, et vous l'avez bien démontré. Bon, cela dit, Henri Lesquin veut parler, et il a la parole. Monsieur, j'ai 4 questions à poser. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit, si le président m'accorde le droit de poser 4 questions. La première question, c'est pourquoi reprenez-vous l'expression d'État-nation, qui est critiquable, plutôt que de parler d'État national? Pourquoi est-elle critiquable? Parce que quand on parle d'État-nation, on a l'air d'identifier l'État et la nation. Or, en fait, l'État est un instrument au service de la nation. Deuxième question, que pensez-vous du Brexit? Troisième question, comment pouvez-vous parler d'ultralibéralisme dans un pays où les dépenses publiques représentent 57% du PIB et où les citoyens sont accablés d'obligations et d'interdictions? Et quatrièmement, pourquoi regrettez-vous la réduction de la population agricole qui traduit simplement la progression de la productivité agricole? Oh, sur l'État national, je vous concède qu'on pourrait très bien dire État national plutôt que l'État national. J'adhère totalement à l'idée que l'État est au service de la nation. Ça, c'est très clair. Pour ce qui concerne le Brexit, ce qui est hallucinant, c'est la propagande qui a été faite. On a menacé ces pauvres Anglais de tout. Bientôt, là, la Tamise allait cesser d'avoir de l'eau. Ils allaient mourir les uns après les autres, ils allaient être ruinés, etc. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas de désastre majeur. Bon, il y a une pagaille noire au niveau de la vie politique anglaise, ça c'est vrai, parce que Madame Theresa May n'est pas très très fortiche, parce que les politiciens anglais, ils valent pas mieux que nos politiciens, ils voient midi à leur porte, hein, la gauche
voudraient la peau de Theresa May en se disant s'il y aura de nouvelles élections, on va peut-être tirer l'autre épingle du jeu. Bon, tout ça n'est pas très jojo par rapport à l'enjeu national que ça comporte. Mais on dit il n'y a pas d'accord, mais la bureaucratie, enfin la commission de Bruxelles a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'accord en posant des conditions extraordinaires aux Anglais, comme on pose des conditions extraordinaires à M. Orban pour rester au sein du PPE. Comme il leur a dit, écoutez, si c'est pour baisser mon pantalon, moi je préfère m'en aller. Et les Anglais, je pense qu'ils auront probablement cette attitude. Mais le Brexit ne signifie pas la disparition de l'Angleterre. L'Angleterre en a vu d'autres. Et par ailleurs, l'Angleterre a d'autres fers au feu. Elle a une dimension... C'est clair que l'Angleterre a une alliance avec les États-Unis. Elle a aussi le Commonwealth qui peut lui donner une respiration. Je ne pense pas que le Brexit signifie la catastrophe annoncée. Mais bien entendu, il faut noircir les choses. Il faut rendre les choses le plus difficile possible aux Anglais, de façon à donner aux autres un avertissement. Parce qu'il n'y a pas que les Anglais qui veulent sortir de ce machin. Et donc il faut que les autres se disent, si on sort, on va souffrir très, très... Et c'est là qu'il y a une sorte de chantage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les Anglais n'ont pas la chance d'avoir un dirigeant à la hauteur de l'enjeu, mais ça... Est-ce que nous avons un dirigeant à la hauteur de l'enjeu? C'est Attends, troisième question. L'ultralibéralisme, vous avez raison sur le fait que... Et justement, c'est ce que je reproche le plus, c'est que nous ne sommes pas un pays libéral. Nous ne l'avons jamais été. C'est toujours l'État qui a été impulseur des grandes choses en France. C'est l'État qui a fait Versailles, c'est l'État qui a fait, c'est Louis XIV qui a fait qu'on a eu une grande littérature, qu'on a eu des peintres, c'est l'État qui est l'impulseur. Donc nous ne sommes pas un pays libéral. Il ne faut pas jouer au libéral lorsqu'on n'en est pas libéral. Et donc l'idéologie de l'Union européenne est une idéologie ultralibérale sur un pays qui n'est pas libéral et qui ne sait pas faire. Donc on ne peut être que perdant. On ne peut être que perdant. Les Anglais sont libéraux, oui, les États-Unis sont libéraux, mais nous ne sommes pas un pays libéral, nous n'avons pas la tradition libérale. Nous sommes un pays qui doit tout à l'État. Et la quatrième question, je l'ai oubliée. Alors Henri, la quatrième question. C'est sur le nombre d'agriculteurs. Le nombre d'agriculteurs. La formation des rendements agricoles fait que... Oui, alors la production des rendements agricoles, si c'est pour produire de la merde qui empoisonne les gens, oui, non, mais c'est quand même le cas. Restons courtois. Si c'est pour produire des produits qui empoisonnent les gens, je ne vois pas en quoi on a gagné à détruire. Aujourd'hui, on a quoi? On a 500 000 agriculteurs. On en avait 5 millions il y a 10 ans. Et aujourd'hui, ils vivent où? Ils vivent dans des... c'est la fameuse chanson de Jean Ferrat, mais c'est un peu vrai. Ils vivent dans des banlieues. Ils vivent d'ailleurs... Ils sont, pour beaucoup, n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Je ne vois pas ce qu'on a gagné dans cette désagriculture. Les rendements agricoles, vous me dites qu'il y a plus de rendements aujourd'hui, peut-être, mais les produits ne sont pas meilleurs. Je persiste à dire que nous mangeons de la merde. Si. Et les médecins vous le diront aussi. Et c'est pour ça, d'ailleurs... Alors, M. Macron, il a résolu le problème. Il a dit aux gens, il faut acheter bio. Bien entendu, M. Macron, lui, qui a gagné plusieurs millions lorsqu'il était chez Rothschild, il peut acheter bio. Mais le type qui gagne 1500, 1700 euros et qui n'arrive pas à boucler les fins de mois et pour qui la somme de 5 euros par mois représente quand on lui enlève... parce que M. Macron et son équipe ont dit aussi, c'est pas grave, si on n'est pas à 5 euros près. Oui, eux, ils ne le sont pas. Mais les Français désargentés, ils le sont à 5 euros près. Et c'est à ces gens-là qu'on va dire acheter bio, alors que le bio coûte 2 fois plus cher que Aujourd'hui, qu'est-ce qui marche bien? C'est les leader price, c'est-à-dire les trucs où on vend non pas de la merde, mais de la sous-merde. Je suis désolé.
C'est ça. Moi, j'en connais. Hein. Merci. J'ai une petite maison à Barneville, Carteret. Et je vois les gens qui vont Leader-Price. Ce sont des gens qui n'ont pas les moyens d'aller ailleurs. Hein. Ils achètent du beurre de 3e catégorie. Ils achètent des produits dont je ne mangerai pas pour rien au monde. Voilà la réalité. Bon, je ne pense pas. Si c'est ça la production, je suis désolé. Hein, quand on allait à la ferme de mon temps, quand j'étais jeune, on achetait des produits qui étaient sains chez l'agriculteur. Il n'y avait pas une très grosse production, mais tout le monde y trouvait son compte. Une petite incise, sans faire de publicité, c'est pour ceux qui aimeraient retrouver l'esprit de la paysannerie et du terroir d'avant. Je recommande le livre que je suis en train de lire, Henri Vincenot, La Bille-Baude. C'est une petite merveille. En fait, ça n'a rien à voir. Rassurez-vous, je ne suis pas payé par la FNSEA pour citer ce livre. Monsieur. Oh, ça m'étonnerait que la FNSEA apprécie beaucoup ce livre. Monsieur. Oui, c'est à vous. Cher monsieur, j'aurais deux petites questions, quand elles sont seules. Alors, j'ai remarqué que vous avez beaucoup parlé de souveraineté plutôt que d'identité, et vous avez beaucoup soulevé des enjeux économiques plutôt que des enjeux proprement raciaux. Donc, j'aurais une première question à vous poser. Supposons que la France redevienne souveraine, mais qu'elle soit devenue une France noire, arabe, qu'elle ne soit plus blanche par la race biologique et qu'elle ne soit plus aryenne par la race de l'esprit. Donc supposons que cette France soit souveraine, est-ce qu'elle resterait pour autant la France? Et ma seconde question, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que l'Europe, l'Union européenne, a été créée dès le début pour faire un génocide anti-blanc? Est-ce que je vous rappelle que le Premier ministre de la reine Victoria, Benjamin Disraeli, affirmait haut et fort la race est la clé de l'histoire? Oui. Une autre question? Non, c'était les deux questions. Non, je ne réponds pas à cette question. Ah, d'accord, très bien. Bien, écoutez, moi je vais essayer d'en poser une autre à ce moment-là. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, il y a quand même... Je vais être plus concret dans ma présentation. Regardez ce qu'on a fait avec Airbus, qui est une organisation internationale européenne. Regardez ce qu'on a fait avec l'Agence européenne de l'espace. On voit bien qu'il y a des projets, il y a des ambitions, il y a des réalisations concrètes qui nécessitent des investissements colossaux, qui nécessitent aussi bien financiers qu'intellectuels, et est-ce qu'une certaine Europe ne peut pas continuer à être justement l'outil qui permet aux États-nations qui le composent de faire ces réalisations dont elles ont besoin, mais qu'elles ne peuvent pas réaliser entièrement toutes seules. Je crois que là, il y a une confusion. Airbus n'est pas un projet européen. Airbus est un projet entre plusieurs États. Oui, mais c'est ça. Plusieurs nations. C'est un projet franco-allemand. J'ai jamais dit qu'il ne fallait pas coopérer avec d'autres. On peut coopérer avec les Allemands, on peut coopérer avec les Suisses, on peut coopérer aussi avec les États-Unis ou avec les Japonais, ce que l'on fait. Bon, ce que je mets en cause, c'est le projet européiste tel qu'il se développe. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans son coin tout seul et sans coopérer. Bien entendu, il y a des tas d'exemples de coopération qu'on a osé qualifier d'européens, qui ne sont pas européens. Hein. Lorsqu'il y a eu des projets franco-anglais, c'était la coopération entre la France et l'Angleterre. Quand il y a un projet franco-allemand avec les Espagnols qui fournissent les sièges ou je ne sais quoi, bon, tout ça, mais enfin, c'est anecdotique. Bon, mais ce sont des projets entre nations, ce sont des projets entre États, ce ne sont pas des projets européens. L'Europe n'a jamais rien construit d'elle-même. Autre question? Envie de réagir sur certains propos? Oui, monsieur. Certainement que M. Macron nous inquiète. Et voyez-vous quelqu'un quelqu'un réellement qui nous inquiéterait moins? En réalité, il se trouve... Attends, Henri, laisse répondre l'orateur, s'il te plaît. Il se trouve que nous avons rencontré, mon épouse et moi, M. Hollande à une réception il y a peu de temps. Et mon épouse, qui a son franc-parler, lui a dit bah, « Écoutez, on arrive à vous regretter, je ne pensais pas que ça puisse arriver un jour. » Mais bon, c'est-à-dire qu'on est tombé de Caribe en Scylla. Bon,
je pense que avec Macron, nous avons et Dieu sait que Hollande n'était pas brillant, bien entendu, mais avec Macron, nous avons un parleur, un beau parleur d'ailleurs, parce qu'il parle bien, avec bon, il dit rien, il dit n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il dit rien, hein, mais c'est très dangereux, parce que cet homme, visiblement, n'a pas le souci de la défense de la France, des Français. Il a réussi à dresser d'ailleurs les Français les uns contre les autres avec la manipulation qui a consisté à accréditer l'idée que les gilets jaunes sont des casseurs et qui représentent qu'une bande de voyous, alors que, je suis désolé, les voyous, c'est les Black Blocs. Les Black Blocs, on les connaît. Je suis désolé. Alors, on n'a pas de police, et c'est très inquiétant si nos services de renseignement ne sont pas fichus de lister 1500 salopards qui, en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, qui passent la frontière et qui sont tous répertoriés, c'est inquiétant. Bon, donc, que font ces Black Blocs? On va bientôt, enfin, je ne sais pas, j'ai lu quelque chose d'humoristique cet après-midi. On va mettre un sous-marin nucléaire dans la Seine pour le 19e acte des Gilets jaunes. Bon, mais c'est vrai qu'il y a un côté grotesque. On demande aux militaires de Sentinelle de participer au service d'ordre. Ils ne sont pas là pour ça, ces militaires. Et d'abord, ils ne savent pas faire, mais ils ne sont pas là pour ça. Bon, le problème, c'est que Macron a réussi à dresser les Français les uns contre les autres, avec une troisième France qui est tapie dans l'ombre et qui, pour l'instant, n'a pas bougé. C'est la France des banlieues, dont on ne parle pas beaucoup. Hein? Bon, parce que celle-ci, elle n'est pas avec les Gilets jaunes, elle n'est pas contre, pour l'instant, elle se tait. Bon, si elle bouge, si on ne peut pas réduire à la raison 1500 Gilets jaunes, 1500 Black Blocs, pardon, alors comment on fera avec plusieurs millions d'agités dans les banlieues? Mais ça, c'est une question qu'on peut se poser légitimement tout de même. Mais en réalité, M. Macron, c'est le président d'une certaine partie, d'une forme de nantis. Pas les propriétaires terriens qui semblent détester, ils semblent détester les propriétaires d'ailleurs, puisque si j'ai bien compris, les propriétaires vont prendre plein. Bon, mais il représente il représente la nouvelle société, comme il dit, oui, bien sûr. Il représente les gens qui font de l'argent facilement et beaucoup d'argent. Bon. Et puis, il a toujours eu un petit amour pour la France des banlieues. Mais la France périphérique, comme ils disent, avec beaucoup de mépris, celle-là, elle peut crever. Hein. Déjà, M. Hollande, qui n'était pas brillant, je le répète, les appelait les sans-dents. Bon, alors, il paraît que M. Macron, lorsqu'il parle des Français, enfin des Français qui lui déplaisent, c'est-à-dire de 70% des Français, les appelle les inutiles ou les sert-à-rien. Alors, je ne l'ai pas vérifié, je ne l'ai pas entendu parce que je fréquente peu M. Macron, mais ça ne m'étonnerait pas. Bon, c'est très grave qu'un président de la République, un vrai président de la République, bon, moi je ne suis pas républicain, c'est pas un secret pour personne, mais bon, c'est le chef de l'État, et le chef de tous les Français. Il n'a pas à être un président de guerre civile. Et cet homme est dangereux. Alors maintenant, c'est vrai, qui d'autre? C'est la grande question. Mais il est arrivé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne. Il a profité. Je veux bien qu'il y ait des forces occultes qui l'aient propulsé, tout ça, mais il a surtout profité du fait qu'il n'y avait personne de digne de ce nom en face de lui. Hein. Et aujourd'hui, il n'y a personne digne de ce nom en face de lui non plus. Le président des Républicains, M. Wauquiez, qui est un gentil garçon, mais il est aux abonnés absents depuis le mois de novembre ou depuis le mois d'octobre. Et Dieu sait qu'il se passe des choses dans ce pays. Hein. Monsieur Peuzet. Oui, non, mais j'ai beaucoup apprécié votre exposé qui a le grand mérite de poser tous les problèmes. Ce sont des problèmes presque sans solution, il faut. Mais la question que je vais poser, elle est idéologique, je m'en excuse aussi. Ah ben, pas ici, vous n'allez pas vous excuser de poser des questions idéologiques. Le fond de la question, il est très ancien. Il remonte à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est la trahison d'Hitler
nos dirigeants n'aiment pas la France et l'aiment de moins en moins. C'est ça qu'il faut comprendre dans des termes simples. Alors, ils ont une vision, la vision des autres, des gagnants, les gagnants américains, avec un libéralisme qui a beaucoup changé, un libéralisme financier qui a beaucoup changé après la guerre 14, par exemple. Souvenez-vous, où la notion de démocratie a été balayée pour être remplacée par des experts. Alors donc, on maquille les deux, bien sûr. Et le libéralisme financier dont vous avez parlé à partir des années 70, 80 a changé une donne considérablement. Donc, le problème que je pose, c'est cette idéologie. Nos dirigeants n'aiment pas la France, n'aiment pas les Français, et il y a un divorce permanent au niveau du vocabulaire, au niveau de la vision. Prenons l'exemple de l'agriculture. J'ai bien aimé cet exemple-là, puisque j'ai entendu que vous étiez du même pays que moi, dans le Cotentin tout à l'heure. Je connais bien cette région. Et je me souviens, vous vous souvenez du ministre de l'Agriculture du temps du général de Gaulle, Pisani-le-Bouc, qui est un homme qui avait une vision de l'agriculture, et il disait l'agriculture en France ne marchera bien qu'avec des exploitations de 40 hectares. Je me souviens, parce qu'à France Culture, il y a quelques années, ils ont rediffusé, si vous voulez, des interviews de Pisani, et c'était extrêmement intéressant de mettre, comment dirais-je, l'agriculture actuelle avec la vision de Pisani d'il y a 50 ans. 40 hectares en 1965, c'était un progrès considérable, parce que pour les plus anciens d'ici, dont moi par exemple, beaucoup d'exploitations ne faisaient pas 40 hectares actuellement. Et maintenant qu'on a intégré, comment dirais-je, dans l'Union européenne, des ex-pays de l'Est avec les kolkhozes, où on voit des fermes de 1000 vaches, 2000 vaches, ce sont les anciens kolkhozes de Pologne et d'Allemagne de l'Est. Il est évident que c'est une industrie, c'est autre chose, c'est plus de l'artisanat. Vous voyez ? Alors, simplement, je m'excuse, c'est un problème idéologique. Quelle vision ont nos dirigeants qui nous ont trahis par rapport à nous, pauvres peuples ? Alors, avant de laisser M. Charles Sabre répondre, je voudrais simplement vous signaler que le Carrefour de l'Horloge, anciennement Club de l'Horloge, a, depuis pratiquement de ses premiers ouvrages, a dénoncé les intellectuels en chaise longue et la trahison des élites. Donc, d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, les idées qui ont été émises il y a maintenant plusieurs dizaines d'années réémergent et prennent de l'actualité. Mais je vous en prie, monsieur. Non, j'adhère totalement à ce que dit monsieur. Il est clair que la classe politique, la classe dirigeante, n'aime pas la France ou désespère de la France. À la limite, il y en a qui n'ont rien contre la France, mais ils ont renoncé. C'est le lâche renoncement qui triomphe de partout. Alors ça s'est accentué au fil des années, au point d'atteindre aujourd'hui un point de quasiment non-retour, parce que je suis désolé, moi je connais bien la haute fonction publique, je connais bien l'armée. Il n'y a plus de gens qui sont prêts à faire quoi que ce soit pour leur patrie. Ils sont prêts à faire quoi que ce soit pour leur carrière. Il n'y a que ça qui compte en réalité. Et ils adhèrent pour ça à toutes les tartes à la crème idéologiques qu'on leur resserre, parce qu'il faut être dans le moule. Et ceux qui n'adhèrent pas, sont éliminés. Je me souviens d'un colonel au ministère de la Défense qui était très brillant et qui m'a dit « Je finirai colonel parce que je suis patriote ». Et il a fini colonel parce qu'il était mal vu, parce qu'il dénonçait un certain nombre de choses. Donc il y a une émission des élites qui va en s'accentuant. On a connu, les gens de notre génération, on a connu une haute fonction publique qui était un peu nationale tout de même. Bon, aujourd'hui, ça n'existe plus, où c'est des minoritaires de chez minoritaires, et qui sont dans des placards, de toute façon. Et mal vu.
Monsieur. Pardon. Je dirais même, si vous permettez, que c'est effectivement de pire en pire. Et je peux citer des exemples concrets parce que maintenant, ces élites s'achètent entre eux. Oui. Dans l'armée, ils viennent, en plein milieu des gilets jaunes, ils viennent de créer 61 postes dits de haute responsabilité, avec des primes conséquentes pour 61 postes dits de haute responsabilité. C'est-à-dire, ce sont des primes que j'appelle ferme ta gueule. C'est ça. Le Sénat s'est voté des trucs en or, là, au mois de novembre, décembre. Donc, en fait, Juppé quitte la mairie de Bordeaux, il est acheté au Conseil constitutionnel, et évidemment, il faudra que plus tard, on renvoie l'ascenseur en prenant le Ferrand qui est à l'Assemblée, et en mettant. C'est pour ça que je dis que c'est très grave, parce que maintenant, ils s'achètent entre eux. Les élites, soi-disant, ces élites qui ont trahi, s'achètent financièrement. Vous avez tout à fait raison. Et le cas de Juppé, je connais bien Juppé. Et la dernière fois que je l'ai vu, qu'on a eu l'occasion, je faisais une revue qui s'appelait Argument pour la France. Je l'ai cité, oui, je l'ai cité. Et il m'a pris par le revers et il m'a dit, tu incarnes tout ce que je déteste. Tu incarnes le nationalisme. Voilà la réalité. Une citation. Feu Yvan Blot m'avait raconté que Alain Juppé lui avait dit, tu sais, Yvan, quand ils étaient tous les deux RPR, l'un était, je sais pas, chef de cabinet, l'autre était secrétaire général, il dit, tu sais, Yvan, dans le fond, moi je suis cosmopolite. Mais oui, tout à fait, c'est ça. Et Juppé, qui nous disait il y a quelque temps, la mairie de Bordeaux, jamais je l'abandonnerai parce que c'est ma vie, tout ça, on lui met un nonos et il se précipite à ce Conseil constitutionnel. Il a été lamentable. Attendez. Mais nous avons un vrai problème aujourd'hui de nos élites, et ça c'est politique, hauts fonctionnaires, militaires et autres, c'est un vrai drame, Et regardez d'ailleurs la façon dont moi je ne suis pas un adepte de Carlos Ghosn, mais quand même ce monsieur, dirigeant de Renault, qui a sauvé Nissan, mais qui a empêché Nissan de vouloir manger Renault, parce que c'était ça le but. Mais vous croyez qu'un Américain n'aurait fait la même chose ? Jamais, personne n'aurait jamais osé, parce qu'on savait que l'Amérique allait se mobiliser pour le défendre. On l'a laissé tomber, mais on l'a laissé tomber d'une façon scandaleuse. Hein. Alors, il y a des gens qui disent c'est bien fait parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Mais enfin, on va où là ? Bon. Hein. Monsieur ? Excusez-moi, en deux mots, je sais pas, j'ai écouté tous les termes de votre conférence. Parlez bien fort. Mais je crains une chose, disons, avec tous ces problèmes que l'on rencontre au niveau même des élites, ça nous mène, disons, droit à une guerre civile. Ils ont ? Ça mène à une guerre civile. Est-ce que cette... Mais on peut se poser la question, parce qu'il y a d'un côté, il y a une France qui est en train de mourir. C'est clair. Hein, une France qui ne peut pas joindre les deux bouts, une France qui ne mange pas de la viande toutes les semaines, une France qui travaille, hein, parce que les gilets jaunes ou les gens comme ça ne sont pas des gens qui sont des feignants, contrairement à ce que pensent M. Macron et M. Castaner et compagnie. Ce sont des gens qui gagnent 17, 18, 100 euros par mois, mais qui payent tout, et qui ne s'en sortent pas. Et qu'on est en train d'assassiner. Hein, Et quand ils protestent, qu'est-ce qu'on fait ? On les traite avec un mépris qui est extraordinaire. Et on fait un débat, un grand débat national, paraît-il, hein, où l'on leur dit, il ne faudra pas parler d'immigration, il ne faudra pas parler de ci, il ne faudra pas parler de ça. Alors, il est où le débat ? On leur fixe les règles du jeu et on a réduit ce débat à des questions anecdotiques, hein, alors que c'est un combat existentiel. Bon, bien entendu, si ces mouvements continuent, si ces Français qui sont en train de mourir continuent à lutter, c'est pas sûr qu'ils continuent à lutter, parce que je pense qu'ils peuvent aussi baisser les bras, mais s'ils continuent à lutter, on risque d'avoir effectivement une guerre civile. C'est vrai, c'est un péril. Et puis, il y a la troisième composante de cette population dont je parlais tout à l'heure, c'est ces banlieues, dont on ne sait pas pour l'instant de quel camp elles vont balancer ou tout ça. Hein. Vous savez quand même que c'est quand même un secret pour personne
qu'une partie de l'économie de Seine-Saint-Denis, par exemple, c'est la drogue. Et quand je dis une partie, c'est-à-dire un pourcentage non négligeable du PIB de la Seine-Saint-Denis. Bon, vous croyez que c'est normal que dans un état de droit, c'est enfin de ce qui se prétend un état de droit, on laisse les mafias s'instaurer, les dealers, tout ça, en Seine-Saint-Denis, mais c'est au cas à Marseille. À Marseille, chaque jour, chaque semaine, il y a un type qui se fait descendre, hein, dont d'ailleurs l'ancien ami du ministre de l'Intérieur, qui était aussi lié à la pègre.